Pour ce nouvel épisode, on va aborder un sujet assez mal connu du grand public et pour cause. Je vais vous parler de la radioactivité. Oui, alors, avant que j'oublie, je précise qu'il ne sera pas du tout question de centrale ou d'énergie nucléaire dans cette vidéo. Le sujet concerne la radioactivité au sens phénomène physique naturel. Et on va l'approcher sous un aspect technique en analysant et en tentant de réparer un petit appareil électronique portable qui est capable de quantifier de façon assez précise le rayonnement alpha, bêta et gamma. Alors, l'appareil en question est celui-ci. C'est un appareil russe, un Radiascan 701, qui est ce qui se fait de mieux dans le domaine semi-professionnel pour un tarif inférieur à 400 €. Et il m'a été envoyé par Gilles, qui est un passionné de radioactivité de la région de Rouen. Alors en fait, cet appareil a subi une nouvelle chute et il est désormais plus capable de faire la moindre mesure, malgré le fait que le reste semble fonctionner, et quand je dis le reste, c'est l'affichage et le logiciel. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un compteur Geiger numérique qu'on peut aussi utiliser comme dosimètre actif. Et oui, j'ai bien dit compteur Geiger et non pas compteur Geiger, parce qu'on n'est pas censé dire Geiger. Je sais pas quel est le franchouillard qui a dit ça en premier, mais franchement sur ce coup, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Mais c'est à tel point que quand j'étais au collège et que j'ai entendu le prof de physique parler pour la première fois de compteur Geiger, je pensais que ça avait été inventé par un physicien qui s'appelait Geiger. Et d'ailleurs, j'avais trouvé ce nom assez pourri. Alors qu'en fait, pas du tout. Il s'agit du physicien allemand Hans Geiger, qui a travaillé en plus avec un autre physicien allemand qui s'appelle lui Müller, pour mettre au point cet instrument de mesure en 1928. Donc normalement, on devrait même parler de compteur Geiger-Müller, mais bon, on ne dit que Geiger, d'autant plus que c'est franchement pas plus compliqué de dire Geiger que Geiger. Et d'ailleurs, il faut pas confondre avec un autre Hans, qui s'appelle Hans Rudi Giger, HR Giger, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout un joueur de la Mannschaft, mais plutôt le designer suisse, qui est responsable, entre autres, du design de la créature et de certains décors dans le film Alien de 1979. Et vous voyez là, quand on parle de lui, tout le monde dit bien Giger, et pas Giger ou Giger. Bon, voilà. Donc, on va s'y prendre en deux temps. Dans le premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la radioactivité. On va y passer 5 minutes, je vais tenter de vulgariser ça du mieux que je peux. Et dans un second temps, on passera sur le Radiascan pour analyser ses composants. Je vous expliquerai aussi comment il fait pour détecter électroniquement la présence de rayonnements alpha, bêta et gamma. Et on entamera la réparation. On verra s'il est possible de le réparer ou pas. Alors la radioactivité, c'est l'ensemble des processus par lesquels des noyaux d'atomes instables, parce qu'ils ont accumulé trop d'énergie au moment de leur formation, se transforment spontanément en d'autres atomes, on appelle ça la désintégration, en émettant vers l'extérieur l'excédent d'énergie qu'ils contiennent sous la forme de particules de matière. Et c'est le physicien français Henri Becquerel qui l'a découverte en premier en 1896 alors qu'il travaillait sur la phosphorescence. Et depuis le début du XXe siècle, on connaît la radioactivité sous 3 formes de rayonnement, alpha, bêta et gamma. L'alpha, c'est un rayonnement constitué de noyaux d'hélium, donc 2 protons et 2 neutrons, qui peut être arrêté par une simple feuille de papier ou dévié par les champs électromagnétiques. La bêta, c'est un rayonnement constitué d'électrons ou de positrons à haute énergie, plus pénétrant dans la matière que le rayonnement alpha, mais que l'on peut arrêter par une plaque d'aluminium de quelques millimètres et qui peut aussi être facilement dévié par un champ électromagnétique. La gamma, c'est un rayonnement constitué de photons, donc de lumière comme les rayons X, mais à une fréquence encore plus élevée que les rayons X et auquel il faut ajouter les neutrons qui dérivent des fissions spontanées. La pénétration dans la matière des rayons gamma est très importante et est fonction de son énergie et de la nature de ce qu'ils traversent. Et ça, c'est parce que l'énergie des particules émises par ces rayonnements est suffisante pour entraîner l'ionisation de la matière traversée. Donc de produire directement ou indirectement des ions lors du passage à travers la matière. Et c'est bien entendu cette ionisation de la matière qui rend la radioactivité très dangereuse pour les organismes vivants, et même mortelle en cas de dose très élevée. Pour se protéger du rayonnement gamma, le plus efficace reste le plomb, et dans une moindre mesure un bloc d'acier, ou un épais mur de béton, ou encore un volume de plusieurs mètres cubes d'eau. Petit aparté pour expliquer la différence qu'il y a entre irradiation et contamination. On parle d'irradiation lorsque la source radioactive est située à l'extérieur du corps de la personne exposée. Dans ce cas, plus la distance entre cette source et la personne est grande, et plus le niveau d'exposition par irradiation est faible. Ensuite, on distingue 2 niveaux de contamination. Il y a contamination lorsque la source radioactive a pénétré à l'intérieur du corps de la personne exposée, soit par inhalation, soit par consommation de produits contaminés, soit par une blessure avec un objet contaminé. Et là, il y a un problème sérieux. Mais on parle aussi de contamination externe lorsque les particules radioactives sont déposées sur la peau ou sur les vêtements sans avoir pénétré dans le corps.
Dans ce cas-là, pour éliminer la contamination, il suffit soit de retirer les vêtements, soit de prendre une douche, soit les deux. Étant donné que la radioactivité est un phénomène imperceptible pour les êtres vivants, on doit utiliser des détecteurs qui exploitent certains phénomènes physiques pour être en mesure de la mesurer ou de la quantifier dans l'air. Et il existe principalement deux unités spécifiques, le Becquerel et le Sievert. Le Becquerel, noté BQ, mesure le niveau de radioactivité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde avec comme unité 1 Becquerel pour une désintégration. L'autre unité est le Sievert, noté SV, qui, quant à elle, permet d'évaluer les effets biologiques des rayonnements sur un organisme vivant exposé à la radioactivité. Pour ce qui est des instruments de mesure, on va se concentrer dans cet épisode sur un système utilisant un tube détecteur Geiger-Müller, qu'on appelle aussi une chambre d'ionisation, et qui est assez efficace pour quantifier les particules alpha, bêta, gamma, rayons X, mais pas les neutrons par contre. Et quand on en sera au stade de la réparation de ce dosimètre dans un instant, je vous expliquerai le principe de détection de ces particules puisque les composants seront visibles, et en particulier le tube. Sur notre planète, il existe plus de 800 types de matériaux naturellement radioactifs. Ça fait beaucoup et certains d'entre eux sont d'ailleurs particulièrement dangereux. Bien entendu, je ne vais pas tous les mentionner, je vous fais juste défiler ceux dont la radioactivité est la plus notable. Selon l'Institut de radioprojection et de sûreté nucléaire français, de plus en plus de particuliers se mettent à collectionner des minéraux radioactifs tels que l'autunite, la pêche blinde ou la monazite. Et il va sans dire que ce n'est pas sans risque et que de nombreuses recommandations sont à respecter. Et on pourrait trouver assez étonnant qu'aussi bien en France que dans le reste de l'Europe, la détention de minéraux radioactifs n'est soumise à aucune obligation de déclaration. En tout cas, c'est toujours le cas aujourd'hui, en mai 2021. Alors maintenant, petite démonstration pour mettre à l'épreuve mon compteur Geiger numérique, qui lui, n'est pas un radiascan. Je vais utiliser cette source faiblement radioactive. Cette capsule contient des cristaux naturels d'autunite stabilisés dans un gel anti-dissémination. Son activité est donnée pour 15 microsieverts par heure, soit environ 150 fois l'activité naturelle qui est de 0,1 microsievert par heure. Donc évidemment, à partir du moment où j'approche le compteur de cette source, il s'affole. J'accélère les images pour voir sa mesure grimper jusqu'à la valeur maximale. Donc on se stabilise aux alentours de 9.5, soit 95 fois l'activité naturelle. On n'est pas à 15 comme indiqué, mais ça reste suffisant pour nos tests. Et pour info, ce genre de source est suffisamment radioactive pour tester l'efficacité d'un dosimètre, mais pas suffisamment pour irradier son environnement proche, bien qu'il faille tout de même prendre certaines précautions quand on la manipule. Comme je le disais précédemment, la radioactivité est invisible à l'œil nu, mais il existe néanmoins un type de dispositif qui permet de représenter le passage des particules nucléaires dans la matière sous la forme de traînées de condensation. Et ce dispositif s'appelle une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard est donc un appareil qui va permettre de mettre en évidence ces rayonnements et leurs effets de manière à ce que l'on puisse les visualiser. Celle-ci utilise par exemple le principe de la chambre de Langsdorff dans laquelle une phase vapeur d'alcool isopropylique saturé est présente dans une enceinte dont la surface noire est portée à un froid extrême à la base de la chambre. L'alcool liquide est contenu sur un tissu en haut de la chambre où la nature très volatile de la substance fait qu'il peut s'évaporer facilement. La diffusion de la vapeur d'alcool est alors entraînée vers le sol par la gravité, ce qui provoque la formation d'un nuage de condensation d'1 ou 2 cm à la surface de la chambre. Le changement rapide de température entre le haut et le bas fait qu'une petite fraction de la vapeur d'alcool ne peut se condenser et flotte au-dessus de la surface. Et c'est cette vapeur que les particules chargées vont ioniser et nous permettre de voir leur trajet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec la réparation du Radiascan 701, je voulais juste vous montrer une petite expérience avec cette chambre à brouillard qu'on m'a prêtée pour l'occasion et qui est plutôt conçue dans un but éducatif, donc ne vous attendez pas à des résultats semblables à ce que vous venez de voir. D'abord, pour la décrire rapidement, ceci est l'enceinte dans laquelle on place la source radioactive. Au-dessus de cette enceinte, au niveau du couvercle, se trouve un disque couvert de feutrine qui doit être imbibé d'alcool isopropylique. La plaque froide sur laquelle doit être posée la source est ici et l'enceinte doit être correctement replacée pour assurer la meilleure étanchéité possible. À l'intérieur de cette boîte se trouve une alimentation à découpage de 500 watts de type ATX qui permet d'alimenter le système de refroidissement thermoélectrique. Ce système utilise tout simplement un module Peltier qui exploite l'effet Peltier consistant à convertir un courant électrique en une différence de température. Plus l'intensité du courant est élevée et plus cette différence est grande.
Ce module est constitué de deux faces, l'une dite froide et l'autre dite chaude. La plaque froide sur laquelle repose la source radioactive dans son enceinte est plaquée contre la face froide, tandis qu'un système de refroidissement semblable à celui utilisé pour refroidir les processeurs de PC est plaqué contre la face chaude afin de dissiper et évacuer la chaleur. J'ai donc imbibé la feutrine et placé la source au centre de l'enceinte transparente et au bout de 10 minutes, voici ce que l'on peut observer à travers. On peut voir les différents rayonnements émis par cette source d'autunite. Les traces les plus grosses sont formées par des particules alpha constituées de 2 neutrons et 2 protons. On a également des particules bêta qui sont des électrons ou des positrons qui jaillissent aléatoirement. Il ne faut pas non plus oublier qu'une partie de ces particules ne sont pas émises par cette source mais proviennent du rayonnement cosmique car nous sommes bombardés en permanence. Et si on jette un coup d'œil à cette chambre à brouillard avec une caméra thermique, on constate que la plaque froide est portée à une température de moins 35 degrés Celsius pour obtenir l'effet escompté. Il n'y a qu'un seul moyen de s'assurer qu'il est plus opérationnel, c'est de l'approcher de la source. Donc là, il n'y a pas de doute, il est très malade. Voici un exemplaire de pile rechargeable russe AAA de 1,2 volts. Et il ne m'étonnerait pas que le problème soit directement lié au tube Geiger-Müller qui reste une pièce fragile et qui aurait été endommagé au moment de l'impact avec le sol après cette chute. Et d'ailleurs si c'est le cas, ça devrait même pouvoir se vérifier visuellement. Pour l'instant, je dois d'abord retirer la carte mère pour accéder au tube qui se trouve derrière. Mais il y a quelque chose qui le retient toujours, et ce sont les deux cosses du compartiment de pile qui sont directement soudées, donc il faut juste les dessouder. Voilà, on peut maintenant accéder au tube, ce modèle-ci est de forme cylindrique, ça porte d'ailleurs un nom, c'est un tube pancake. Et comme je le pressentais, la fenêtre du tube s'est complètement brisée et tout le gaz inerte qui l'a renfermé s'est échappé, il n'y a donc plus rien à ioniser à l'intérieur. Je le retire du circuit imprimé pour l'observer plus en détail. Ce feuillet transparent est en fait du mica qui laisse passer les particules alpha et bêta. Il permet également de faire en sorte que le gaz inerte reste confiné dans la chambre du tube car c'est grâce à la présence de ce gaz que le processus de détection des particules nucléaires peut se produire. Voici une rapide description de ce dispositif. Cette partie cylindrique est ce que l'on appelle la chambre d'ionisation. Ses parois sont métalliques et feront office de cathode. On peut d'ailleurs voir que le terminal négatif est relié à cette paroi. De plus, elle est remplie d'un gaz inerte de type hélium, néon ou argon sous faible pression. C'est d'ailleurs par cette petite ouverture que le gaz est injecté. La face d'entrée, que l'on appelle fenêtre et qui est ici celle qui s'est brisée, est fermée par un matériau léger perméable au rayonnement ionisant tel que le mica, le silicium ou le beryllium. En l'occurrence, sur ce modèle, c'est du mica. Cette électrode métallique est l'anode et n'est surtout pas en contact avec la cathode. On peut d'ailleurs le voir en observant cette petite boule de verre qui est là pour solidifier l'anode et la maintenir en place en se reposant sur la paroi sans qu'elle touche la cathode. L'anode est reliée ici au terminal positif et rappelez-vous que le sens du courant va de l'anode vers la cathode. Voilà pour la description physique, maintenant voici comment se produit électriquement la détection des particules ionisantes. Une différence de potentiel de quelques centaines de volts mais d'un courant d'à peine quelques milliampères est établie entre l'anode et la paroi. Cette tension doit être suffisamment élevée afin que toute radiation puisse interagir avec les atomes du gaz inerte. Lorsqu'une particule ionisante entre par la fenêtre de mica, une décharge électrique se produit alors entre la paroi et l'anode et provoque une impulsion électronique. Cette impulsion est alors prise en compte par le microprocesseur qui gère le système et qui peut établir un compteur et calculer une valeur selon l'unité de mesure adéquate. Maintenant, je vais justement m'attarder sur l'électronique de ce Radiascan pour vous expliquer le rôle des principaux composants. Le cœur du système est géré par ce classique microcontrôleur 32 bits STM32F103 cadencé à 72 MHz et basé sur une architecture ARM. Il dispose de 128 kilo-octets de mémoire flash pour le stockage de son logiciel, de 2 convertisseurs 12 bits analogiques vers numérique sur 16 canaux, d'un contrôleur DMA 7 canaux, de 7 timers, de 9 interfaces de communication dont I2C, USART, SPI, CAN et USB 2, et j'en passe. Juste à ses côtés, il y a ces deux quartz, sauf qu'ils ne sont pas du tout utilisés pour son horloge interne, mais plutôt pour ces deux convertisseurs analogiques vers numérique. L'emplacement que j'ai cerclé ici à gauche et qui comporte 10 vias semble être un port de test JTAG pour débugger les plus importants signaux, mais j'avoue que j'ai pas pris le temps de le monitorer tout simplement parce que j'ai pas vraiment l'intention de hacker ce compteur. La cathode du tube est reliée ici sur ce vias G-, tandis
et que l'anode est ici sur ce vias G+, et si on suit la piste de cuivre qui nous amène à lui, on va nécessairement aboutir à la circuiterie située de l'autre côté de ce circuit imprimé et qui est en charge de produire entre autres la haute tension et aussi la conversion de courant continu-continu. Et ce sont tous ces composants montés en surface que vous voyez ici. On trouve beaucoup de passifs comme ces résistances et condensateurs sur cette partie, mais aussi ces deux grosses diodes de puissance, inductance, ainsi qu'un circuit intégré régulateur de tension, etc. Restons dans l'électronique de puissance, l'ensemble de ces composants de surface ainsi que ce transistor de puissance PNP ZXT 915 font partie de la circuiterie pour alimenter l'écran LCD couleur qui se trouve de l'autre côté. Pour observer son connecteur, il faut le décoller méticuleusement du circuit et on peut alors l'apercevoir en bout de sa nappe flexible. C'est un connecteur à 22 broches. De l'autre côté de ces deux bornes se trouvent les piles rechargeables qui délivrent une tension totale de 2,4 volts et ces quelques semi-conducteurs font partie du circuit de gestion des batteries. Et ce boîtier SOIC de 14 broches est un HC00 de la série SL74 qui n'est autre qu'une quadruple porte NAND à 2 entrées. Et d'ailleurs, en parlant de gestion des batteries, voici le circuit intégré qui est justement en charge de ça. Il s'agit d'un LTC 4060 de chez Linear Technology et si j'en crois son datasheet, il est très largement dimensionné pour cette tâche. Et pour finir sur quelques autres composants notables, on a là le buzzer et son petit circuit d'amplification ici. Voici le connecteur mini USB vu de l'arrière pour la connexion au chargeur, mais aussi à un PC puisque le Radiascan fait également du data logging. Voici un gros plan sur les boutons poussoirs, il y en a 6 en tout. Et cette minuscule cellule lithium-ion de 3 mm de diamètre permet au microcontrôleur de ne pas perdre les données stockées dans sa mémoire vive lorsqu'il n'y a plus d'énergie dans les batteries rechargeables. Et pendant mon analyse de l'électronique, j'ai pu relever au moins 6 rails de tension différentes en courant continu. On a du 17 volts pour l'écran, puis il y a 3 rails pour le microcontrôleur avec 2,8 volts, 1,2 volts et 5 volts, puis 230 volts entre l'anode et la cathode du tube Pancake, et enfin 2,4 volts sur le rail des batteries. J'ai aussi cherché à voir sur mon oscilloscope à quoi ressemblaient les impulsions électroniques en utilisant ma sonde différentielle, et voilà ce que ça donne. Et on peut voir sur cette valeur que l'oscilloscope mesure une tension crête à crête qui dépasse parfois largement les 500 volts. Alors je ne sais pas si c'est Radiascan qui produisent eux-mêmes ces tubes, mais en tout cas je n'en ai trouvé nulle part à l'achat avec cette référence-là. Donc je suis rentré en contact avec eux pour leur demander s'ils accepteraient de m'en fournir un et à quel prix, étant donné que le mien s'était brisé et je leur ai montré photo à l'appui. Ça a pris quelques temps, mais ils ont fini par accepter et ils m'en ont envoyé un contre la somme de 70 € plus frais de port. Voici donc le tube Pancake neuf que j'ai reçu, et bien entendu le feuillet de mica est intact donc je vais pouvoir le reconnecter au circuit imprimé puis effectuer quelques tests dans la foulée. Et tout de suite la réaction du compteur ne se fait pas attendre, l'activité de cette source d'eau humide provoque l'ionisation des atomes de gaz inertes dans le tube, ce qui se traduit par une valeur croissante mesurée en microsieverts par heure. J'ai maintenant passé le compteur en mode gamma et on a immédiatement un affolement du système alors que j'ai positionné la source à 10 cm au-dessus du tube. Au final, je peux en conclure que le Radiascan est bien remis sur pied et il ne reste plus qu'à replacer l'électronique dans le boîtier. Et au passage, vous pouvez constater que le rayonnement gamma se fout complètement de la présence du papier alu. Là, en revanche, c'est plus acceptable. Voilà qui conclut cet épisode, peut-être un petit peu différent des précédents, mais qui, je l'espère, vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la radioactivité et sur les appareils qui permettent de la quantifier et de l'observer. Et n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous, ciao.